Bien, nous revoilà, mesdemoiselles et messieurs, donc pour une discussion sur les forces centrales, cette fois en 1 sur R2, qu'elles soient attractives ou répulsives, avec quelques applications. Euh, voilà, quelques applications classiques qu'il faut connaître. Je vous rappelle que la discussion a porté jusqu'ici sur l'énergie potentielle efficace, parce que ça permet de caractériser les forces centrales. Et dans le cas justement des forces centrales nucléaires 2 qui étaient là prises uniquement pour ça, on a pu voir que l'on pouvait prédire par une interprétation géométrique assez simple le caractère borné ou non borné des aires accessibles à la particule. Sachant que les forces centrales permettent de se ramener à 1 degré de liberté qui était la, la distance R au centre. Bon, on va parler des forces centrales en 1 sur R2. On va dire que c'est keplérien. Voilà. Alors, les rappels, je viens de les faire. Donc, on va s'intéresser directement à des exemples de forces centrales en 1 sur R2. Bon, il y en a deux. Donc, petit a, la force de gravitation entre masses. Ici, on part donc de M1, M2. Le vecteur U12, par exemple, qui va de M1 à M2, donc U2 si on a envie dans l'autre sens. Et on va se limiter à l'interaction, à caractériser les forces donc, qui sont reçues d'une part par M1 et d'autre part par M2. Bon, soyons cohérents. Donc ça c'est F12 et ça c'est F21. Et donc on a F12 égale moins G M1 M2 sur R carré U12 où R est égal à M1 M2. Alors on voit qu'elles dépendent que de R, hein, et on va tout de suite leur attribuer une énergie potentielle. Donc on va écrire ceci sous la forme F de R U12. F de R est égal à moins G M1 M2 sur R2. Et donc F de R dr est égal à moins G M1 M2 sur R2 dr est égal à moins D de P. Et donc EP de R est donc égal à moins G M1 M2 sur R. Alors vérifions le signe. C'est vite fait de se tromper. Et donc on valide le fait que eh bien, les forces de gravitation tendent à rapprocher les masses. Pardon. M1 et M2. Donc tendent à rapprocher M1 et M2. Ce qui est conforme au fait que formellement EP de R tend vers moins l'infini si R tend vers 0. C'est-à-dire qu'elle est minimale. Minimale moyennant les possibilités offertes. Ici, si j'imagine que la possibilité C se rapprocher, elle se rapproche indéfiniment. Voilà. Donc le signe est correct. Et donc on souligne ce résultat. Le deuxième exemple est bien connu aussi, c'est les forces d'interaction électrostatique entre charges. Donc même genre de dessin. Et donc je vais privilégier, puisque les masses ici sont positives dans le cas précédent,
eh bien, on va privilégier c'est U2. Donc ça c'est F12 qui est répulsif, donc U12. Et donc on a cette fois F12 qui se met sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R2, U12. Donc on va l'écrire là aussi, F de R, U12. Et de la même manière, eh bien, puisque F de R est égal à Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R2, F de R dr, on recommence, avant de souligner l'analogie, hein, dr égale moins DEP. Et donc on trouve cette fois que EP de R est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R2. Vérifions le signe. Comme précédemment, eh bien, le signe est cohérent, puisque Q1, Q2 positives, toutes les deux, par exemple, puisque les charges sont algébriques, hein, c'est toute la différence avec les masses, voilà, eh bien, tendent à éloigner Q1 et Q2, ce qui est conforme au fait que, formellement, là aussi, eh bien, EP de R tend vers 0 lorsque R tend vers plus infini. Et donc, elle est minimale, puisque étant positive, ici, minimum, ça veut dire 0 si elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Hein. Voilà. Donc, voilà un petit peu où on en est. Bon, je fais un petit peu de ménage dans les papiers, ici. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire l'analogie. Et l'analogie, elle est vite faite, hein, puisque, en fait, ce qu'on met en correspondance, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 ici, avec moins G. En effet, deux masses négatives s'attirent, alors que deux charges positives se repoussent. Outre le fait que les masses, elles, ne sont que positives. Mais du coup, la comparaison intéressante, c'est quand les charges sont positives, pour pouvoir bien faire cette correspondance. Donc du coup, en fait, on peut dire que l'analogie suivante peut être effectuée gravitation, électrostatique, M1, M2, Q1, Q2. Quoi encore justement, donc, alors qu'est-ce que je prends? Moins G est en correspondance avec 1 sur 4 pi epsilon 0. On a compris ce moins ici. Voilà. Bon, donc ça c'est pour le démarrage d'exemples de force. Les seuls exemples qu'on va considérer, c'est cela. J'ai pas d'autre idée d'ailleurs que cela. Bon. Alors, poursuivons la discussion. Alors, on va revenir en fait sur cette fois le calcul de la trajectoire, le calcul des trajectoires possibles dans le cas des forces centrales en 1 sur R2. Bon. Alors, on va dire un petit mot des coniques.
la définition la plus simple, il y a diverses définitions, diverses approches des coniques qui sont toutes intéressantes. Bon, il y en a une que je vais privilégier parce que elle permettra d'arriver au résultat qui nous intéresse. Il se trouve que dans le cas des forces centrales, on va avoir des trajectoires qui vont se référer au centre vers lequel la force pointe, force centrale. Et il se trouve que ce centre, dans le cas des forces centrales en 1 sur R2, va être l'un des foyers des coniques. Les coniques ont plusieurs foyers, éventuellement plusieurs foyers, et donc il se trouve que seul l'un des foyers concernés. Donc la définition qui va m'intéresser, c'est une définition qui fait intervenir un foyer. Alors, bon, on va prendre une définition suivante, donc on se place dans le plan. Je vous rappelle que la trajectoire est plane du fait que la force est centrale, donc de toute façon la trajectoire a lieu dans un plan. Donc j'ai besoin de définir non pas des surfaces, comme dans le cas du cours d'optique par exemple, mais juste la conique dans un plan. Donc on se place dans un plan, dans le plan, bon, ou XY par exemple, et on va introduire 2 points, D, soit D, une droite appelée directrice, soit F n'appartenant pas à D. Eh bien, une conique de foyer F, de directrice D, d'excentricité E, avec E positive ou nulle, et l'ensemble C égale M appartenant à E2, bon, le plan affine dans lequel on a un ensemble de points, par exemple dans le plan de la feuille, tel que, donc je prends un point M ici, j'appelle H la projection orthogonale de M sur la directrice, tel que MF sur ME, sur MH, pardon, est égal à E, où H égale projection orthogonale de M sur D. Alors c'est pas à proprement parler exigible, mais enfin, je répète, notamment dans un ADS, ou alors à la Polytechnique, je n'imagine pas que on reste les yeux ébahis quand il est question d'une conique. Mais toutefois, je fais le minimum possible sur cette question. Voilà. Donc on va définir l'axe des X orthogonalement à la directrice ici. Et donc je vais assez logiquement appeler H0 ce point-là. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'équation polaire. Alors, l'équation polaire de la conique, donne θ égale f h0 fm. Je le dessine tout de suite ici. Donne R de θ. Et R de θ, c'est fm de θ. Donc je dessine ici R. Voilà. Bon, eh bien, remarquons que voilà, je sais plus là ce que je voulais dire. Donc, MF sur MH est égal à R sur MH, c'est R cosinus θ. Pardon.
sur MH. Oui, pardonnez-moi, c'est FM0, H0, on va y arriver, FH0, cette distance-là, moins R cos θ. Et ça, par définition, c'est E. Définition de C. Donc, par conséquent, d'où, eh bien, R est égal à EFH0 moins ER cos θ. Ce qui veut dire que R1 plus E cosinus θ est égal à EFH0. Ce qui veut dire que R de θ se met sous la forme P sur 1 plus E cosinus θ avec la configuration qui est là. C'est-à-dire si la directrice se trouve là où elle se trouve. Donc P ou... Alors, E, on a dit, c'est l'excentricité. Je ne détaille pas, évidemment, l'excentricité, ça fait penser à l'écart par rapport à un cercle, donc j'en dis pas plus, de la conique. Et P s'appelle le paramètre de la conique. Alors, on peut imaginer que si la directrice est de l'autre côté, à ce moment-là, θ recevrait pi moins θ. Donc cosinus θ recevrait moins cosinus θ. Donc en fait, en pratique, moyennant les choix des angles, on peut avoir ici plus ou moins, ici un plus ou moins, ça dépend comment est défini θ. Mais bon, disons que cette équation polaire, on se débrouille pour la transposer en fonction. Donc, je mets une petite étoile ici, à transposer selon les cas. Par exemple, si j'avais pris l'angle θ, qui était celui-là, là, celui qui était ici, j'aurais évidemment trouvé cosinus θ qui reçoit moins cosinus θ. Voilà. Alors c'est un résultat utile. Si on en a besoin, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est que les coniques, ce qui est quand même un comble. Mais il n'empêche que c'est comme ça. Et donc il est possible que dans un problème, on vous donne cette équation si on en a besoin. Voilà. Alors, du coup, on va la classification, la classification des coniques sommaires. Classification sommaire. Eh bien, on va discuter suivant la valeur de E. Bon, déjà, il y a un cas qui est assez simple. Il y a un cas qui est assez simple, c'est le cas E égale 0. Commençons par lui, on ne commence pas à l'envers par rapport à tout à l'heure. Mais KE égale 0, R de θ égale P, bah, c'est un cercle de centre. O égale F. Autrement dit, F est confondu avec le centre du cercle. 3. Donc on peut faire un petit dessin assez sommaire. Alors comme j'ai dit, c'est le foyer, mais le foyer dont il est question pour le définir à partir de ce foyer, cette directrice. S'il y a plusieurs foyers, eh bien ça ne nous intéresse pas a priori, puisque on va voir que dans notre contexte, à nous, on a besoin du foyer en tant que centre de la force. Donc O, c'est ceci. Donc O, c'est le foyer. Voilà. Et donc ici, on a R qui vaut R de θ égale P indépendant de θ. Bon, K0E1, eh bien c'est une ellipse de foyer O. Alors, elle possède deux foyers. Donc là, c'est l'un des foyers. Alors, comment on peut la tracer ici? Donc, ce qu'on voit, c'est que R de θ est compris entre R max est égal à P sur 1 plus E et R min est égal à P sur 1 plus E, pardonnez-moi, P moins E. R max. Voilà.
Et donc, bah, je vais essayer de tracer ça comme ceci. Alors, il faut bien faire attention à une chose sur laquelle j'insiste, c'est que OX est axe de symétrie, mais pas OY. O est le foyer, est l'un des foyers de l'ellipse, mais pas son centre. Et le centre, je vais le noter oméga ici. Donc ce point-là, je vais l'appeler P, et ce point-là, je vais l'appeler A. Donc ici, on a Hermine. Et ici, on a Hermax. Bon, ça, c'est le premier point à comprendre. Alors, on appelle OX le grand axe. Alors, par contre, si on prenait l'origine en oméga, on aurait deux axes de symétrie orthogonaux. Hein, mais ici, par rapport au foyer, on n'a qu'un seul axe de symétrie. Donc, OX est le grand axe. Eh bien, alors, A, ça s'appelle en général, si on se réfère à la Terre, ça s'appelle l'apogée. Parce que géos. Et P, périgée. Loin, proche. Bon. Et on appelle demi-grand axe petit a, le paramètre tel que, eh bien, AP égale 2A. Et donc en fait, AP, c'est 2A. Voilà. Alors donc, on va revenir sur ce cas particulier qui est très important évidemment puisque il y a les lois de Kepler en perspective. Donc le cas E est égal à 1. Donc ça c'est une parabole de foyer O. Parabole de foyer O. Bon, je vais dessiner la parabole en question. Alors la directrice, vous voyez que là maintenant ça met un petit peu égal. Dans le contexte des forces centrales, la directrice c'est pas un problème. Ça nous a simplement permis comment dire, d'établir l'équation polaire qui elle est utile. Elle peut être donnée en tout cas à titre documentaire. Bon, donc je vais prendre ici le foyer et puis on va tracer la branche d'hyperbole. Alors bon, c'est pas très logique, j'aurais dû si j'avais gardé la directrice à droite, ça correspondrait à la directrice à gauche. Hein. Mais bon, c'est une parabole possible en tout cas. Et on va faire le lien avec l'équation polaire, c'est ça moi qui m'intéresse. C'est comme E est supérieur à 1, le cosinus θ, il ne pourra pas prendre toutes les valeurs possibles entre moins 1 et 1. C'est pour ça que je vais dessiner comme ceci. Et donc je vais dessiner du coup θ comme θ de cette manière-là. Et je vois que ici on a donc le périgée. Et en fait la courbe part à l'infini parce que on voit que Hermine est égal à P sur 1 plus E, ce qui au passage montre que je me suis trompé dans la définition de θ, c'est pas le bon θ. Le bon θ c'est celui-là, parce que ça c'est θ égale pi. Donc si je veux prendre le θ qui correspond à l'équation polaire telle qu'elle est donnée précédemment ici. Alors écoutez, ce que je vais faire c'est la chose suivante, je vais adapter l'équation polaire.
puisque j'ai parlé de l'adaptation ici, on va adapter l'équation polaire. On va adapter l'équation polaire à cette parabole-là. Alors, pour cela, bon, j'ai choisi comme ça, j'ai choisi θ, hein, maintenant comme je veux en fait, et j'ai choisi de prendre θ comme ça, par exemple. Bon. Et parce qu'il est dans le premier cadran, entre 0 et pi sur 2, tout simplement, parce que j'ai choisi ça comme élément de sécurité, si vous voulez. Hein. Et donc, vous voyez que ce qui est clair, c'est que je cherche l'équation polaire qui est compatible avec ça. Alors, ce que j'observe, c'est que lorsque θ tend vers pi, R tend vers l'infini. C'est-à-dire que ça part à l'infini ici. Bon, donc, du coup, je vais essayer de voir quand est-ce que R est infini. Et donc, en plus, en θ égale pi, je vois qu'on atteint R min. Donc, je me dis, la seule possibilité pour faire ça, c'est de l'écrire P sur E cosinus θ moins 1. Pardon. Cosinus θ plus 1, puisque E est égal à 1. Alors, du coup, je regarde. Si j'ai moins P ici, donc ça serait moins P. C'est pas de chance. Vous voyez que là, c'est un petit peu casse-pied. Hein. Donc, quand θ égale pi, j'atteins R min, en fait. En θ égale pi, j'atteins R min, donc ça va être, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça, c'est moins cosinus θ et plus P. Alors voyons si ça marche ça. Donc R de θ égale ça, donc je regarde en θ égale pi. R de θ c'est P avec P positif. Hein. C'est donc P sur 1 plus 1, c'est-à-dire P sur 2. Bon, ça c'est compatible à R min. Elle est minimale ici lorsque θ égale pi. Et du coup, eh bien, R de θ tend vers plus l'infini si θ tend vers 0 plus ou 0 moins. Donc c'est compatible. Donc cette équation polaire là qu'on a un petit peu pour laquelle on a un petit peu hésité et l'équation de la parabole avec cette géométrie. Voilà. Puisque par exemple qualitativement on trouve assez facilement l'allure de la courbe et donc si on veut lui coller une équation polaire ensuite on peut le faire. Voilà. Bon, et si K ou E est supérieur à 1, et on va essayer de voir la différence avec la parabole, c'est une branche d'hyperbole. Plusieurs branches d'hyperbole, il y a deux branches d'hyperbole, mais je prends une branche d'hyperbole de foyer ou. Alors, faisons la même chose, imaginons qu'on veuille qu'elle ait à peu près cette forme. Donc, même préoccupation, boum. Ah, c'est pas très joli. Alors on va essayer de voir quelle est la différence entre les deux. Bon, je me dis, bah, à tous les coups, ça va être ça, hein, P sur 1 moins E cosinus θ. Et voyons un petit peu si c'est cohérent. Voyons un petit peu si c'est cohérent. Et ben, je sais pas, moi, si θ égale pi, bien on a R de pi est égal à P sur 1 plus E. Et ça, c'est R min. Donc déjà, on a quelque chose qui est plus petit que P sur 2. Déjà, pour comparer à la parabole, hein, c'est plus petit que P sur 2. Ceci, puisque E est strictement supérieur à 1. Et puis, surtout, le comportement à l'infini. Donc, 1 moins E cosinus θ strictement positif implique que cosinus θ inférieur à 1 sur E. Et 1 sur E, c'est pas une trivialité, puisque E est supérieur à 1. Donc, du coup, ça, c'est inférieur à 1. Donc, en fait, l'idée, c'est que θ, c'est ça la différence, c'est qu'on tend vers θ0. Il y a des directions asymptotiques ici. Alors, le schéma est atroce. Mais donc, voilà, on tend vers des directions asymptotiques. Je vais appeler θ0 ici. Ou θa comme asymptotique. Voilà, moins θa aussi. C'est-à-dire qu'on tend vers ces directions asymptotiques-là. Et donc,
la branche d'hyperbole, en fait, elle est exclue du domaine moins θ. Et donc, cosinus θ égale 1 sur E. Voilà. Donc là, ce qu'on a dessiné qualitativement, manifestement, c'est un cas attractif, puisque je vois qu'on est attiré ici par O, mais on fait le tour. Il y a un autre cas, évidemment, qui va être intéressant, c'est un cas qui serait un cas répulsif. Donc si on veut prendre un cas répulsif, voyons un petit peu, on va faire le même petit jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si je veux un cas répulsif, ça va être quelque chose comme ça. Et on va essayer de trouver, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre comme angle. Mettons que je prenne cet angle-là. Je rappelle que O est un foyer, hein. Donc R, et on va essayer de trouver la courbe, l'équation polaire qui va avec. Pour ça, donc ici, on a P, je l'appelle P. Et là, manifestement, c'est repoussé hein, par O ici. Si j'imagine que, par exemple, c'est des forces... j'imagine, à vrai dire que ça, deux charges positives se repoussent. Et donc, je vais chercher l'équation polaire. Donc, je vais chercher l'équation polaire qui est compatible, donc cette fois avec une branche d'hyperbole qui fuit ici. Et donc, on va tenter le coup, en fait, on va essayer, on va tâtonner un peu. Donc, c'est P sur 1 plus E cosinus θ. Je commence par celle-là, et puis après, je vais essayer de l'amender, hein. Donc manifestement, lorsqu'un θ égale 0, c'est vrai que c'est là que c'est minimal. Donc, eh bien, R de 0 est égal à P sur 1 plus E est égal à R min. Voilà, donc c'est compatible. Et puis, du coup, les directions asymptotiques, eh bien, R 1 plus E cosinus θ doit être positif. Ça veut dire que cosinus θ doit être supérieur à moins 1 sur E. Cette fois. Et cosinus θ supérieur à moins 1 sur E, E étant plus grand que 1, ça me donne un certain θ, ça. Et le θ, donc ça veut dire que alors cosinus θ supérieur à moins 1 sur E, ça veut dire, si je prends le cercle unité, on a moins 1 sur E ici. Donc cosinus θ inférieur à moins 1 sur E, c'est tout ce domaine-là ici. Voilà. Et donc j'ai un θ0 qui va être celui-là. Et donc cosinus θ0 est égal à moins 1 sur E, avec θ0 appartient à pi sur 2, pi. Donc voilà, l'équation polaire, on l'a trouvée. Donc on tâtonne, on se débrouille. Voilà, si on a besoin d'utiliser ce résultat qui, en principe, n'est pas exigible, mais enfin, si on vous demande de trouver une équation polaire du type qui a été donné au départ, de ce type-là, avec plus ou moins ici, plus ou moins là, quelle est celle qui colle, on la trouve. Voilà, ça c'est un petit complément en fait sur les coniques, mais on n'ira pas au-delà. Ça permet d'écrire l'équation polaire, c'est assez commode. Bon. Alors, poursuivons. Après les coniques, eh bien on va essayer de, non pas de résoudre, mais on va essayer de tirer du potentiel efficace un certain nombre de conséquences, et en particulier dans le cas elliptique. Donc soyons clairs, eh bien on va s'intéresser au mouvement dans une force centrale attractive en 1 sur R2, c'est-à-dire que F est égal à moins K sur R2 UR avec K positif. Bon. Alors, on a déjà fait l'étude, confère étude de UF de R de C est égal à moins, donc on ne va pas recommencer, MC2 sur 2 R2 moins K sur R. Et cette étude, je vous ai dit, elle nous apporte un certain nombre d'informations, mais pas toutes. Alors, je vous propose de revoir un petit peu les différents cas.
qui ont été trouvés tout à l'heure. Alors, donc, il se trouve qu'effectivement, l'énergie potentielle efficace avait cette forme-là. Donc, une fois qu'on a l'énergie potentielle efficace, eh bien, à E fixé, on se donne. Donc, ça, c'est le cas attractif, hein, justement. Voilà. Et on se donne donc les différentes énergies possibles et on discute le résultat. Donc, on a trouvé effectivement des trajectoires. On n'a pas trouvé de trajectoire, mais enfin, on a trouvé des conditions bornées, semi-bornées, qui évidemment collent bien qualitativement aux coniques dont on vient de parler. Bon, voilà. Et notamment, dans le cas impulsif, on a beaucoup moins de discussions, comme on l'a vu tout à l'heure, précédemment. Donc, du coup, revenons maintenant à notre discussion. Revenons à notre discussion ici. En fait, on connaît par avance, suivant l'énergie E, on connaît le nombre de points d'intersection de l'équation UF de R et de C égale E. Parce que ça correspond à R point égale 0. Et donc, on va s'intéresser en particulier, cas particulier, du mouvement, elliptique. Alors, voilà. Pour l'instant, on admet que les trajectoires associées à un mouvement à force centrale à force centrale de la forme F égale moins K sur R2, UR, donc K positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. Donc, pointant vers O, donc, petit schéma pour se souvenir un petit peu, hein. Au départ, on est parti de là, hein. Sauf que là, c'est F égale moins K sur UR, donc UR c'est ça, hein. Est une conique de foyer O. C'est-à-dire que le centre de force, c'est l'un des foyers, puisque la conique peut avoir plusieurs foyers, mais c'est l'un des foyers, en tout cas, de la conique. Voilà, ça c'est le résultat qui est admis ici. Bon. Et bien, maintenant, donc du coup, on fait le lien avec les schémas qui ont été faits précédemment. Et on va s'intéresser au cas du mouvement elliptique. Donc, pour avoir une ellipse, il est nécessaire que K soit positif, attractive. C'est une condition nécessaire. Hein. Et que confère R donne UF de R de C, on est moins U0, E négatif. Si on vous dit que c'est une conique, forcément, quand on fait l'étude du potentiel efficace, si on admet que c'est une conique, eh ben, pour avoir une ellipse, on a ça. On peut même, encore une fois, prolonger au cas circulaire, puisque le cercle peut être considéré comme une conique particulière. D'accord ? Donc, voilà un petit peu où on en est. On va étudier ce cas-là, évidemment, parce que, en première approximation, les lois de Kepler s'intéressent au mouvement des planètes qui sont justement elliptiques, voire quasi circulaires, en particulier dans le cas de la Terre, autour du Soleil. Voilà pourquoi on s'intéresse particulièrement à ce cas. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va s'intéresser au calcul de Rmin et Rmax. Eh bien, on est certain, on est alors
certain que l'équation 1 demi de m r point carré égale E moins UF de R de C égale 0 admet deux solutions. Donc si moins U0, E, alors deux solutions, on va dire, on va exclure le cas circulaire puisqu'on peut dire que c'est les deux solutions se dégénèrent en une seule. Hein, pour être un petit peu précis. Voilà. Admet deux solutions. Mais on va le vérifier. On va le vérifier. Puisque on attend Rmin et Rmax. Donc Rmin et Rmax vérifient ça. Car Rmin et Rmax valident cette condition. Alors pourquoi elle valide cette condition? On le voit géométriquement très bien. C'est que quand on décrit l'ellipse ici, R, on voit que R diminue et puis se met à réaugmenter. Donc ça veut dire que R point égale 0 un seul point au périgée. Et à l'apogée, même chose, R ici manifestement augmente et puis il cesse d'augmenter, il diminue à nouveau. Donc là, ça veut dire que R point égale 0. Veuillez noter que lorsqu'on arrive à ces points, le R point est égal à 0, la vitesse radiale seulement est égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse est purement orthoradiale, mais que l'accélération, elle n'est pas du tout nulle. Hein. Bon, et c'est bien pour ça que cette situation où R point égale 0 ne dure pas. Bon. Voilà, il va y avoir une accélération orthoradiale aussi, sauf dans le cas circulaire. Alors, bon, du coup, elle va être cette condition. Et cette condition, elle s'écrit en détaillant un petit peu, elle s'écrit MC2 sur 2 R2 moins K sur R moins E est égal à 0. Donc, du coup, on peut transformer ça en équation du second degré. On peut remarquer que, alors on va prendre son temps, donc on peut remarquer que ça implique que R carré, E R carré, il faut faire attention, hein, donc je multiplie par R carré plus K R plus MC2 sur 2 est égal à 0, correction, moins MC2 sur 2 est égal à 0. Et puisque E est strictement positive, on peut diviser par E, ça donne R carré plus K sur E R moins MC2 sur 2E est égal à 0. Bon, alors là, on peut étudier le discriminant si on veut, hein, bah, on peut le faire. Hein, donc delta égale K sur E au carré plus 2MC2 sur E. Voilà. Et donc, puisque E est positif, hein, ça c'est strictement positif. Ok. Et donc, je vois que R, alors R min, c'est donc 1 demi de moins K sur E, donc moins B sur 1 plus racine de K sur E au carré plus 2MC2 sur E. Et R max, c'est 1 demi de moins K sur E. Alors, attention, il y a une faute ici. Alors correction de grosses bêtises. Donc E est strictement négatif évidemment. Voilà. Et donc ceci est positif si E si valeur absolue de E est inférieure à K2 sur 2MC2. Voilà, alors ça, évidemment, on va le relier à U0. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'énergie soit négative et que sa valeur absolue soit supérieure, soit pardon, inférieure à U0. Donc ça, à tous les coups, c'est U0. Bon, donc ici, évidemment, il y avait une forte hésitation, et parce que effectivement, on se retrouve ici avec deux solutions. Donc, correction ici. Ensuite, on va discuter. Il faut voir que ça, en fait, c'est négatif. D'accord. Donc, c'est moins k sur e plus racine de... Vous voyez, il y a une petite hésitation ici. Et on va contrôler les signes bien comme il faut. En fait, c'est pas une très bonne idée de faire ça. C'est pas une très très bonne idée. On peut s'intéresser à la somme et au produit des racines. Mais bon, on l'a fait, je dirais, on a fait une résolution un petit peu classique, sans trop se poser des questions. On aurait dû s'en poser davantage. Donc ici, je fais remarquer que E est strictement négatif. Donc en fait, ce terme-là est plus petit que K sur E. Ce terme-là est plus petit que K sur E, donc c'est faux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est amusant. Non, c'est pas très amusant en fait. Donc, voilà, c'est un peu casse-pied ce calcul parce que voilà, il faut pas se tromper. Alors, donc, on va reprendre ça en main. Donc, du coup, c'est MC2, K sur E. Alors, K sur E négatif. Voilà, moins MC2 sur 2E. Ce qui est un petit peu casse-pied ici, c'est que E est strictement négatif. C'est ça qui flanque un peu la pagaille. Donc c'est 2 MC2 sur E. Donc ça, c'est... puisque... Voilà, puisque E est négative, utilisons-le comme ça. Donc ça fait K sur E au carré moins 2MC2 sur valeur absolue de E. Et donc il me semble que si j'ai ça, donc j'ai E qui va être plus petit que K2 sur 2MC2, ça je maintiens. Et donc maintenant ça fait moins K sur E qui est positif, voilà le, voilà le problème, c'est qu'en fait ça aussi c'est positif, moins K sur E, voilà. Et donc c'est bien, ça c'est bien Hermine, et ça c'est bien Rmax. À condition qu'on valide cette condition-là et qui est là aussi tout à fait cohérente avec les courbes qu'on a trouvées tout à l'heure. Bon, en fait, Hermine et Rmax vont nous intéresser par la somme et le produit. En fait, on a également, sans résoudre, on sait que la somme des racines, Hermine plus Rmax, c'est donc moins B sur A, donc c'est moins K sur E. Voilà. Et Hermine multiplié par Rmax, c'est le produit des racines, donc c'est moins MC2 sur 2E. Donc égal C sur A. Donc ça, c'est des relations qui sont intéressantes. Alors on va voir pourquoi. Parce que, or, Hermine plus Rmax, c'est justement, alors là aussi on se réfère au fait que en fait, ces fameuses courbes sont en réalité des ellipses, c'est en fait AP, c'est-à-dire 2A. Donc en fait, Hermine et Rmax, c'est AP, c'est-à-dire 2A. D'où l'importante relation E est égal à moins K sur 2A pour la trajectoire elliptique d'une particule soumise à la force centrale keplérienne F est égal à moins K sur R2 UR avec K positif. Encore une fois, si elle était répulsive, il n'y aurait pas de trajectoire elliptique possible. Et A est le demi-grand axe de l'ellipse. Voilà un résultat très, très intéressant et qui sort que de la
que de la remarque que la somme des racines est directement reliée à l'énergie. Et donc on fait tout de suite une remarque. Remarque. Eh bien, E égale moins K sur 2A revient à effectuer une substitution dans le cas simple de la trajectoire circulaire de rayon R0, eh bien E égale moins K sur 2 R0 reçoit E égale moins K sur 2A avec R0 inférieur à A. C'est-à-dire que c'est un argument mnémotechnique, hein. C'est un argument mnémotechnique, mais qui est relativement commode. Voilà. Alors, cet argument va être intéressant également sur la troisième loi de Kepler. Donc la remarque est intéressante. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de la deuxième équation? On peut en faire quelque chose, hein. Déjà, on n'a pas fini. On peut remarquer que, or, R de θ égale P sur 1 plus E cosinus θ. Et là, on ne va pas résister à reprendre les résultats qu'on a trouvés pour l'ellipse tout à l'heure. Et donc, j'en déduis que R min est égal à P sur 1 plus E et R max est égal à P sur 1 moins E. Ce qui fait qu'en fait, ce résultat-là conduit à deux résultats qui sont tous les deux intéressants. C'est que R min plus R max est égal à P sur 1 plus E plus P sur 1 moins E, c'est-à-dire que c'est 2P sur 1 moins E2, et bien ça vaut 2A. Ce qui veut dire que A, c'est P sur 1 moins E2. Si on veut jouer avec l'équation polaire, c'est assez amusant. Là aussi, on peut très bien la donner, et puis débrouillez-vous. Hein. Rien n'est exigible, mais enfin, on peut s'amuser. Alors, puisqu'on y est, eh bien, R min multiplié par R max, c'est donc P sur 1 plus E multiplié par P sur 1 moins E, et donc ça, c'est P2 sur 1 moins E2. Et du coup, je remarque que, d'après ce qu'on vient de trouver, on en déduit que P2 sur 1 moins E2 est égal à moins MC2 sur 2E avec A égale P sur 1 moins E2. Ce qui veut dire que en fait, on a PA est égal à moins MC2 sur 2 multiplié par moins K sur 2A. Et donc ça s'écrit MC2 A sur K. Et donc on trouve une relation très, très intéressante aussi, donc classique, mais qui est finalement compatible avec le programme. Hein. Si on vous donne l'équation polaire, vous pouvez très bien trouver ça. Uniquement, c'est encore une conséquence de la manipulation, ça, de l'énergie potentielle efficace. Donc j'en déduis que P égale MC2 sur K. C'est assez joli. Donc P égale MC2 sur K, A égale P moins E2. Voilà, et donc du coup, ceci fait sens et donne sens au paramètre P, qui est ici. Voilà, donc ça c'était pour s'amuser, un petit peu. Voilà, alors bon, maintenant, du coup, il y a une autre conséquence, évidemment, de ce caractère elliptique. C'est la troisième loi de Kepler. Alors, la troisième loi de Kepler, en fait, on va les citer ensuite, les lois de Kepler, mais bon, on continue à s'amuser
à beaucoup s'amuser avec, ces notions-là. On va la démontrer. Bon, euh, il se trouve que l'ellipse peut être vue comme symétrique par rapport, non pas à des axes, par rapport à oméga x et oméga y, où oméga différent de O est le centre de l'ellipse. C'est-à-dire que cette fois, il n'est pas question de O, il est question de oméga, le centre de l'ellipse. Donc je le mets pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle. Hein. Et ça, c'est A. Et bien, du coup, l'axe qui est ici, donc là c'était Y, ben, je vais l'appeler, je sais pas moi, je peux l'appeler Y aussi, hein, mais par contre, ici, je vais l'appeler grand X. Grand X, c'est avec origine oméga. Hein. Grand X, origine en oméga. Origine en oméga. Et donc, bon, je vais l'appeler Y, comme ça, on ne risque pas de confondre. On pourrait prendre le même, hein, parce qu'il mesure la même chose, mais bon. Eh bien, en fait, l'équation, on a grand X carré sur A carré, plus grand Y carré sur B carré, égale 1. Ce qui veut dire qu'ici, on a B. Et l'aire de l'ellipse s'écrit, ce qui est assez logique, pi AB. Alors c'est plus que logique, hein, c'est qu'une démonstration possible de cette formule, c'est de réaliser une affinité sur, on appelle ça une transformation conforme, du cercle qui le transforme en ellipse. Pour ça, il suffit d'étirer le cercle suivant l'axe des x. Et donc du coup, l'aire, elle est modifiée de façon assez cohérente vis-à-vis de l'aire d'un disque. Donc pi à B. Alors B, c'est ça. Là. Alors c'est embêtant parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour déterminer B, parce que B n'apparaît pas du tout comme lié à la représentation polaire de l'ellipse. B n'a strictement rien de particulier, si vous voulez, dans le cadre de la représentation polaire. Bon, donc, écoutez, pour gagner du temps, parce que là on sort un peu du programme, alors vous mettez, on admet que P égale B2 sur A. Bon, ça prend un petit peu de temps à démontrer, et puis alors, si on voulait le démontrer, hein, c'est pas compliqué, hein, on cherche le maximum de... Hein, donc on peut définir B comme le maximum sur θ de R sinus θ. Hein. Sachant que R sinus c'est Rθ, et on le trouverait comme ça, de façon assez laborieuse, mais ça fait rien. Bon, donc moi je me sers juste de cette relation. Et donc, d'après la loi des airs, eh bien on a dA sur dt égale C sur 2, pardon, dA sur dt égale C sur 2, et égale constante, donc du coup, si t est la période, on a donc A sur t qui est égal à C sur 2. Ce qui veut dire que t est égal à 2A sur C, c'est-à-dire 2 pi AB sur C. Alors comme c'est B carré qui intervient dans cette formule-là, eh bien l'idée c'est d'élever au carré. T carré égale 4 pi carré A carré B carré sur C carré. Et donc c'est 4 pi carré
A carré PA sur C2. Avec, eh bien on a montré plus haut, ici, que P égale MC2 sur K. Donc du coup, T2 est égal à, avec P égale MC2 sur K, pardon. Et donc on en déduit que, T2 est égal à 4pi carré, A carré, A3, pardon, P égale MC2 sur K, M sur K. C'est-à-dire que T2 sur A3 est égal à 4pi carré, M sur K. Voilà, et dans le cas des planètes autour du Soleil, le cas, ça va être grand G fois la masse du Soleil fois la masse petit m de la particule. Donc petit m sera, dans le cas de la gravitation, eh bien K sur m ne dépendra plus que de la masse du Soleil, hein, dans le cas des planètes. Voilà. Bon. Et donc, je fais la même remarque que tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, finalement, formellement, eh bien, remarque, eh bien, on peut remarquer que T2 sur A3 égale 4pi carré M sur K, voilà, revient à faire une substitution dans le cas circulaire, depuis le cas circulaire, en faisant R0 qui reçoit A. C'est mnémotechniquement très simple à retenir. Parce que le cas circulaire s'effectue très facilement. Voilà, bon, donc voilà quelques éléments utilisant finalement assez finement l'énergie potentielle efficace, avec simplement quelque chose qui est admis, c'est que les trajectoires dans le cas d'une force centrale en 1 sur R2 sont déconiques. Alors, naturellement, dans le cas répulsif, la seule trajectoire possible, ça sera une branche d'hyperbole, hein, comme on l'a vu tout à l'heure et conformément au dessin. Donc, on va terminer cette vidéo par cette conclusion. L'énergie potentielle efficace dit beaucoup de choses, mais elle dit pas tout. Bon, elle donne le caractère borné, semi-borné, elle donne donc une certaine image des trajectoires possibles, si on connaît la fonction énergie potentielle. Toutefois, elle ne donne pas la forme de la courbe, et elle ne donne pas notamment une information, c'est le caractère fermé des trajectoires. Parce qu'on peut être borné, on peut avoir par exemple une trajectoire bornée et spiraler sans jamais repasser au même endroit. Enfin, sans jamais, ou en tout cas ne passant pas au même endroit le coup d'après, disons. Hein. Voilà, donc l'existence de coniques ici a beaucoup d'importance. Et donc on développera un certain nombre d'applications. Alors, je termine quand même par l'énoncé des lois de Kepler. Donc l'énoncé des lois de Kepler, puisqu'on est dans le cas elliptique, donc énoncé des lois de Kepler. Bon, alors c'est, je dirais, la première approximation du mouvement des... Donc l'étude des... On s'intéresse au système solaire. Et on confond le référentiel de Copernic et le référentiel héliocentrique. Et donc, première loi de Kepler, on s'intéresse soit à une planète P du système solaire. Voilà,
on néglige leur interaction mutuelle. Ainsi que l'influence de leurs satellites. Donc par exemple pour la Terre, on oublie la Lune. Bon, en fait, on pourrait appliquer Kepler au système Terre-Lune, pour ce qui est de sa translation en tout cas, mais le centre de gravité est très proche du centre de la Terre, en n'étant pas confondu, toutefois. Ça joue un rôle dans l'étude des marées, comme on sait. Et ce serait donc le centre de gravité du système Terre-Lune qui validerait la loi de Kepler en première approximation. Bon, et donc du coup, première loi, le mouvement de P a lieu dans un plan. Deuxième loi, la vitesse aréolaire dA sur dt est une constante. Troisième loi, ça c'est la loi des airs. Voilà. Et là, qu'on fait conservation du mouvement cinétique, on fait le lien avec ce qui est dit tout à l'heure. Pardon. Et troisième loi, eh bien, la période. Alors, le mouvement des la vitesse aérienne, les trajectoires. Alors, pardon. P décrit une trajectoire elliptique, dans le cas général, de foyer ouest. De période T, de demi-grande axe à relié par la formule T2 sur A3 égale constante pour les planètes du système solaire. Et donc on sait que T2 sur A3, c'est en fait 4pi carré sur GMS, puisque K c'est GMS M si on s'intéresse à la force de gravitation exercée par le Soleil. Alors on s'intéresse ici qu'à la translation des planètes, ça explique la translation des planètes. Donc les lois de Kepler sont une conséquence de l'étude qui vient d'être effectuée. Voilà. Bon, donc cette fois, on va arrêter donc ces rappels théoriques et on est prêt à faire des applications classiques autour de ces questions, d'éventuels exercices avec vos notes de première année, des exercices de deuxième année, et puis peut-être une vidéo à suivre ultérieurement pour vous présenter quelques applications. Voilà donc les bases du cours sur les forces centrales, avec cas particulier les forces centrales en 1 sur R2, donc attractives ou répulsives. Bien, mesdemoiselles et messieurs, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ce rappel aura été utile et n'est que là, je dirais, en accompagnement de vos cours de première année, qui sont évidemment beaucoup mieux faits, beaucoup mieux conçus, puisque bon, ils ont cette destination. Nous, on fait que réviser, mais il est évident que c'est une partie importante du cours, parce qu'elle recèle évidemment, elle conduit à beaucoup d'applications. Et beaucoup de problèmes. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, merci encore de votre attention.